Pour l'exercice 57, on nous dit déterminer un argument des nombres complexes suivants. Donc, quand on observe les questions A et B, on voit que les nombres complexes sont donnés sous leur forme algébrique. Donc, on sait que la forme algébrique des nombres complexes Z, c'est x plus y, où x et y sont deux réels. Ici, on aura besoin de calculer le module de Z, qui est x au carré plus y au carré sous une racine carrée. Et ensuite, on va repartir de la forme algébrique de Z et factoriser par ce module de Z. Pour cela, on se limite au cas où Z est différent de 0. On écrit le module de Z, on ouvre des parenthèses et on divise la partie réelle x et la partie imaginaire y de Z par le module de Z. Et en nommant θ égale à argument de Z, sachant que des angles sont égaux à 2 près, le cours nous permet de dire que le cosinus de l'argument de zθ, c'est le x sur module de Z et que le sinus de l'argument de zθ, c'est le y sur module de Z. Ce qui nous permet même d'avoir une nouvelle forme de Z appelée forme trigonométrique qu'il faut très bien connaître en remplaçant chacun des quotients par les cosinus et les sinus de θ. Donc sans plus tarder, on va appliquer tous ces calculs pour la question A. Juste avant, on précise que le θ se trouvera en général grâce au cercle trigonométrique. Dès qu'on a la valeur de cosinus de θ et sinus de θ, on utilise en général le cercle trigonométrique pour trouver la valeur de θ. Donc une fois qu'on est là, on reconnaît notre forme algébrique et donc nos parties réelles x égale à racine de 2 et partie imaginaire y égale à racine de 6. On calcule alors le module de Z1 en mettant la partie réelle racine de 2 au carré plus la partie imaginaire racine de 6 au carré, le tout sous une racine carrée. Racine de 2 au carré c'est 2, racine de 6 au carré c'est 2, c'est 6. Et 2 plus 6, avec la racine carrée, ça nous donne racine de 8. Et ici, il est super important d'aller jusqu'au bout de la forme la plus simple. On sait que 8, c'est 4 fois 2, ce qui nous fait alors racine de 4 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 racines de 2. On obtient ainsi la valeur du module de Z1. Et une fois qu'on est là, on sait qu'on doit factoriser par le module. Pour cela, on écrit ce module, on ouvre des parenthèses et on divise la partie réelle racine de 2 par ce module ainsi que la partie imaginaire racine de 6 par ce module. Et ensuite, on va faire des simplifications, mais pour cela, on commence par reconnaître que racine de 2, c'est 1 racine de 2 et on enlève les racines de 2 pour obtenir 1 sur 2. Et pour racine de 6, c'est racine de 2 fois 3, soit racine de 2 fois racine de 3. Donc, on remplace racine de 6 par racine de 2 fois racine de 3. Et une fois qu'on est là, on voit racine de 2 au numérateur et au dénominateur. On le simplifie, ce qui au final nous laisse alors 1 sur 2 pour le premier quotient et racine de 3 sur 2 pour le deuxième quotient. Et une fois qu'on est là, on pose θ égale à argument de Z1. On peut même dire θ1 et on sait que les angles sont égaux à 2 pi près, donc on peut rajouter le modulo de pi. Et donc ici, on sait qu'il s'agit presque de notre forme trigonométrique, où ici le cosinus de θ, c'est le 1 demi, et le sinus de θ, c'est le racine de 3 sur 2. On trace ensuite le cercle métrique, de préférence à main levée, étant donné qu'il n'est pas noté. On peut mettre quelques valeurs remarquables. Et nous, ce qu'on cherche, c'est θ tel que son cosinus vaut 1 demi. On sait que l'axe des abscisses correspond à l'axe des cosinus et l'axe des ordonnées correspond à l'axe des sinus. Donc, cosinus qui vaut 1 demi, c'est une abscisse de 1 demi. Donc, il s'agit d'une valeur qui se trouve quelque part par là, ce qui nous donne 2 points sur le cercle trigonométrique. Et comme on a déjà expliqué que le cercle trigonométrique étant de rayon 1, son périmètre vaut alors 2 pi. Et là, quand on visualise ces distances de 0 à cette valeur, on sait par expérience qu'elle divise clairement la moitié du cercle trigonométrique, à savoir pi, en 3 parts égales. Donc ici, cela correspond à du pi sur 3. Et comme ici on est dans le sens positif, dans le sens négatif, ici ça correspond clairement à moins pi sur 3. Et donc il nous faut choisir entre les deux valeurs, laquelle valeur correspond à θ sur cet intervalle. Pour faire ce choix, c'est là où le sinus intervient. Le sinus étant l'ordonnée, ici on a une ordonnée positive dont on connaît même la valeur, racine de 3 sur 2. Et ici, on a une ordonnée négative dont on connaît même la valeur moins racine de 3 sur 2. En effet, par expérience, lorsque l'une des deux coordonnées cosinus ou sinus vaut plus ou moins 1 sur 2, l'autre coordonnée vaut toujours plus ou moins racine de 3 sur 2. C'est pour ça que, par expérience, on sait que si l'abscisse vaut 1 demi, l'ordonnée vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et nous, comme on cherche le sinus de θ qui vaut racine de 3 sur 2, c'est-à-dire celui qui est positif, on n'avait pas besoin de connaître la valeur. On avait juste besoin du signe uniquement. Ici, c'est l'ordonnée positive. Ici, c'est l'ordonnée négative. Le signe est suffisant pour conclure que θ est égal à pi sur 3 à 2 pi près, c'est-à-dire modulo de 2 pi, à l'aide du cercle trigonométrique. Et comme on a dit que θ, c'est l'argument de Z1, ou θ1, suivant la notation que vous avez tenue, alors on peut dire que l'argument de Z1, c'est pi sur 3 à 2 près, c'est-à-dire modulo de 2 pi. Et en bonus, on peut même écrire la forme trigonométrique de Z, qui est la suivante, qui vient bien évidemment de cette formule, où on a rappelé ici la ft, c'est-à-dire la forme trigonométrique. Et on a remplacé le module de Z par sa valeur et l'argument de Z par sa valeur. Bien
bien évidemment, un argument, il a une infinité de valeurs. On en prend une. En général, on la prend cette valeur dans l'intervalle moins pi, qui est l'intervalle des mesures principales des angles. Ensuite, pour la question B, on va refaire exactement la même chose. Donc ici, il faut bien faire attention à bien voir quelle est la valeur de la partie réelle, quelle est la valeur de la partie imaginaire. Ici, on voit qu'on n'est pas dans l'ordre habituel. Le x, c'est le terme qui n'est pas avec le i, c'est clairement le 1. Et le y, c'est le coefficient de i, donc c'est clairement le racine de 3. Vous pouvez, si vous voulez, le réécrire dans le bon ordre. C'est inutile si vous maîtrisez la lecture de x et y. Donc, une fois qu'on a trouvé les valeurs de x et de y, on va ensuite calculer le module de z2. On sait que cela nous fait la partie réelle x au carré plus la partie imaginaire y au carré, tout sous une racine carrée. Et comme x vaut 1, ben ça fait 1 au carré, et c'est racine de 3, ça fait donc racine de 3 au carré. 1 au carré, c'est 1, racine de 3 au carré, c'est 3, et avec la racine carrée, 1 plus 3 nous donne racine de 4, c'est-à-dire 2. Le module de z2, c'est donc 2. On revient alors sur z2, on va factoriser par ce module 2, et pour cela, on écrit le 2, on ouvre des parenthèses, et on divise les parties réelles 1 et imaginaire racine de 3 par ce module 2. Et ici, il n'y a plus de modification particulière à faire, étant donné qu'on n'a pas de racine carrée au dénominateur ou retirer la racine carrée au dénominateur. On peut donc nommer l'argument de z2 θ ou θ2 si vous voulez. On n'oublie pas le 2π près, précisons modulo 2π. Et en connaissant la ft, c'est-à-dire la forme trique, on peut lire que le cosinus de θ2, c'est alors la valeur 1/2, et que le sinus de θ2, c'est alors la valeur racine de 3 sur 2. Et donc pour trouver θ2, qui est notre argument de z2, on fait comme pour tous les autres cas de recherche d'arguments. À chaque fois, on pense à faire le cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1. On trace l'axe des abscisses qui correspond à l'axe des cosinus, l'axe des ordonnées qui correspond à l'axe des sinus. On met la gradation sur les axes, et comme ce cercle a pour rayon 1, son périmètre alors c'est 2π. On peut alors mettre quelques valeurs remarquables. Si tout le tour complet c'est 2π, ben le demi-tour c'est π. Et comme on a un sens de lecture positif, dans le sens contraire, ça nous fait moins π. Nous ici on cherche θ2 tel que le cosinus de θ2 c'est 1/2. Donc on se place en 1/2 sur l'axe des abscisses pour avoir le cosinus égal à 1/2. On a nos deux candidats et comme on l'avait déjà expliqué, on voit que cette quantité correspond bien à celle-ci et à celle-ci qui nous précise que donc ce pi est divisé en 3. Ici c'est donc pi sur 3 et dans le sens négatif, en partant de 0, on arrive ici, c'est moins pi sur 3 étant donné qu'on parcourt la même distance en partant de 0. Le premier nous donne une ordonnée positive et le deuxième nous donne une ordonnée qui est alors négative. On sait que l'ordonnée c'est le sinus. On regarde le sinus, est-il positif ou négatif? Il est positif. On retient alors le θ qui nous donne une ordonnée positive, à savoir pi sur 3. Sans bien évidemment ne pas oublier de préciser le 2π près, à savoir modulo 2π. Au passage, on sait même que cette ordonnée positive, c'est racine de 3 sur 2, et l'ordonnée négative, c'est moins racine de 3 sur 2, car chaque fois que le cosinus ou le sinus valent plus ou moins 1/2, alors l'autre, le sinus ou le cosinus, vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et comme on a dit que θ2, c'est l'argument de Z2, donc on peut dire que l'argument de Z2, c'est cette valeur pi sur 3. On n'oublie pas le 2π près. Et en bonus, on peut noter que la forme trigonométrique de Z s'écrit alors, grâce à cette formule ft, forme trigonométrique, module de Z qui vaut 2, et argument de Z θ qui vaut pi sur 3, nous donne alors 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.